Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de remercier Stéphane Lacroix qui a accepté mon invitation. Il est professeur associé à Sciences Po, il est chercheur au CERI et il est l'auteur d'un livre sur les islamistes saoudiens qui date de 2010 au PUF. Et tout récemment, il a co-dirigé, c'est ça? Oui. Un livre qui s'appelle Saudi Arabia in Transition, qui est paru à Cambridge University Press cette année. Alors, on l'a invité pour qu'il nous explique ce qui bouge en Arabie Saoudite, plus exactement, mais c'était difficile de rentrer dans le détail, dans l'intitulé même de la rencontre, à la fois ce qui bouge à l'intérieur, avec la succession, je dirais, en cours, puisque bon, le roi Salman est là depuis janvier, 23 janvier, je crois. Mais il a, au mois de juin, commencé à organiser son règne en s'appuyant sur les deux Mohamed, son fils, Mohamed Ben Salman, qui est ministre de la Défense, et Mohamed Ben Nayef, qui est ministre de l'Intérieur. Donc ça vaudrait, si c'est possible, de nous expliquer un peu ce que signifie cette succession qui n'est pas, si j'ai bien compris, pareille aux autres. Mais deuxièmement, ce qui évidemment nous intéresse aussi, c'est les changements dans la posture et l'intervention extérieure de l'Arabie saoudite. Je pense évidemment à l'intervention au Yémen, avec les difficultés qu'elle rencontre, ou qu'elle commence en tout cas à rencontrer. L'impression qu'on a, c'est d'une espèce de coïncidence qui est bien arrivée, de cette succession, en même temps que se posaient des défis sérieux à l'Arabie saoudite. Je pense évidemment aux mouvements révolutionnaires arabes. L'Arabie saoudite a pris un peu la direction de la contre-révolution face au mouvement qui se développait depuis 2010-2011. Et c'est un élément important. Les frères musulmans constituent pour l'Arabie saoudite un défi, a fortiori quand ils ont la capacité à surfer sur les mouvements en cours. Le deuxième défi, c'est bien sûr la montée en puissance de l'Iran, avec, on a l'impression d'une Arabie saoudite qui essaye de fédérer autour d'elle une sorte de coalition sunnite anti-iranienne. Je ne sais pas si c'est une affaire de religion ou si c'est une affaire d'intérêt géopolitique. Je pencherai en tout cas pour ne pas sous-estimer la deuxième dimension. Et puis, dernier défi en cours, et là on voit que ce n'est pas seulement un problème religieux, c'est la montée en puissance de Daesh, qui à terme constitue aussi une menace pour l'Arabie saoudite. Donc, vous connaissez la règle du jeu, donc vous avez 20-30 minutes pour introduire le sujet, et puis ensuite vous êtes soumis aux questions de nos amis qui sont venus vous écouter. Voilà, je vous passe le micro. Merci beaucoup. Merci de l'invitation de l'IREMO et Dominique. Donc je vais me concentrer sur donc ce qui se passe depuis ces derniers mois en Arabie Saoudite. Et je pense que ce qui se passe est extrêmement important. Alors, tout ça commence évidemment avec l'arrivée au pouvoir du roi Salman, à la fin du mois de janvier dernier. À la suite de cette arrivée au pouvoir de Salman, on a vu vraiment des changements massifs dans la structure de pouvoir qui peuvent correspondre à ce que certains, à l'époque, ont appelé un coup d'État de palais. Il y avait un article qui a beaucoup circulé, Palace Coup, une révolution de palais. Donc il y a quelque chose d'extrêmement important au sein de la structure de pouvoir qui est en train de se passer, et on verra dans un second temps que ça a des impacts évidemment sur la politique étrangère, dans une moindre mesure sur la politique intérieure de l'Arabie. Alors, cette arrivée au pouvoir de Salman, donc Salman remplace le Abdallah, qui était son prédécesseur, et Abdallah
pendant les dernières années en particulier de son règne, avait cherché à placer à des positions de pouvoir dans le système un certain nombre des gens qui lui sont proches, en particulier ses fils. Alors le fils d'Abdallah, le fils préféré, celui qui était vraiment vu comme le successeur d'une certaine manière au sein de la faction, c'est Metaib, qui est en charge de la garde nationale et qui a donc à remplacer son père à la tête de la garde nationale. Mais Abdallah avait d'autres fils aussi importants dans une moindre mesure, qui avaient été nommés dans les derniers moments du règne d'Abdallah, gouverneur de la Mecque, gouverneur de Riyad. Il avait vraiment placé ses fils en particulier à des positions importantes. Évidemment, il avait aussi nommé comme prince héritier, ou comme second prince héritier, le prince Mogren, qui était donc un prince de la même génération qu'Abdallah, donc un prince de cette première génération, la génération des fils du roi fondateur, et le prince Mogren est un prince relativement faible dans le système saoudien, qui faisait partie au sens large de la coalition qu'avait essayé de créer Abdallah, qui était en fait une coalition des faibles, on pourrait dire. C'est-à-dire que historiquement, le problème d'Abdallah, c'est qu'il n'appartient pas à une faction, à une branche importante dans la famille. Il n'a pas de frères de sang, puisque donc on sait que le roi fondateur s'était marié avec un certain nombre de femmes, et donc on a différentes fratries au sein de la famille Saoud. Ils sont tous demi-frères, mais ils ne sont pas nécessairement tous frères. Donc Abdallah a beaucoup de demi-frères, mais il n'a pas de frères. Le prince Mogren était dans le même cas qu'Abdallah, il n'avait pas de frères, mais il avait beaucoup de demi-frères. Et donc d'une certaine manière, Abdallah, pour essayer de se construire une base de pouvoir au sein de la famille, avait cherché à s'allier avec tous ses électrons libres. Et il était l'un d'entre eux. Pour essayer de faire pièce aux factions plus importantes, que sont la faction de ce qu'on appelait à l'époque les Soudayri. Les Soudayri, c'est feu le roi Fahad, c'est feu le prince Naïef, qui était ministre de l'Intérieur, c'est feu le prince Sultan, c'est le roi actuel Salman. Donc eux, ils sont 7, ils ont la même mère. Et évidemment, au sein du système, parce qu'ils constituent une fratrie relativement unie, historiquement, ils ont toujours dominé, enfin en tout cas depuis les années 60, ils ont été dominants. Donc Abdallah, qui était extérieur à cette fratrie, avait essayé, lui, de faire cette espèce de coalition des électrons libres, si vous voulez, dans la famille. Moglen était l'un de ces électrons libres, et donc il avait cherché, pour essayer de pérenniser le pouvoir de sa faction, et en particulier de faire pièce au retour en force des Soudayri, donc il avait voulu placer le prince Mogren en position donc de prince héritier. Donc le prince Mogren, effectivement, était l'un de ses alliés les plus importants dans le système qu'Abdallah avait cherché à construire. Alors, quand Salman arrive au pouvoir, son premier geste, c'est de congédier la plupart de tous ceux qu'Abdallah a nommés. Commencer par ses fils qui avaient été nommés donc, au gouvernorat de la Mecque et de Riyad, congédiés. Congédié, évidemment, un personnage extrêmement influent dans l'Arabie du roi Abdallah, qui est Khaled Touwaijiri, qui dirige le cabinet royal, qui était vraiment le vizir, comme vous imaginez dans Isnogoud, le calife et le vizir, c'était le vizir d'Isnogoud, si vous voulez. Khaled Touwaijiri, c'était lui qui contrôlait les accès, en particulier Abdallah, personnage extrêmement puissant dans le système, c'est un roturier, c'est quelqu'un qui n'appartient pas à la famille royale, mais qui, pendant le règne d'Abdallah, avait acquis un pouvoir extraordinaire, qui d'ailleurs lui valait d'être détesté par tous les autres membres de la famille royale, puisque les frères d'Abdallah, donc les princes de la même génération qu'Abdallah, pour rencontrer Abdallah, devaient demander la permission à Khaled Touwaijiri, qui lui vraiment contrôlait les accès au palais. Et donc il s'était attiré évidemment la haine de tous les autres, y compris du roi Salman. Donc pareil, dans les quelques heures qui suivent la mort d'Abdallah et la prise de fonction du roi Salman, évidemment Khaled Touwaijiri est congédié. Et donc Salman, en retour, va commencer à nommer un certain nombre de gens qui appartiennent à sa propre faction, à commencer par ses fils. Et en particulier, il va nommer son fils préféré, qui est Mohammed bin Salman,
qui est un fils assez jeune, en fait. Il n'est pas du tout le fils le plus âgé de la descendance du roi Salman, mais il est son fils préféré. Il a une trentaine d'années, selon les débats. Alors certains vous disent qu'il a 29, 30 ans, d'autres 34, 35. Personne n'a l'air d'être sûr de sa date de naissance exacte. Moi, j'ai pas pu vérifier l'information. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très jeune, surtout dans un système qui est traditionnellement gouverné par des gens qui sont septuagénaires, sinon octogénaires. Donc, évidemment, il tranche avec ce modèle. Et donc, Mohammed Ben Salman va se retrouver propulsé ministre de la Défense et chef du cabinet royal, dans un premier temps, pour remplacer donc Khaled el-Touejili, qui a été congédié. Ministre de la Défense, parce qu'il récupère le ministère de la Défense, qui était le fief de Salman sous Abdallah. Donc ça, c'est une transmission classique donc du prince à son fils. Et par ailleurs, donc cette nomination est extrêmement importante. Dans un premier temps, le roi Salman va confirmer Mogren comme prince héritier, donc celui qui avait été nommé par Abdallah. Il va le laisser en place pour un certain temps, peut-être parce qu'il ne veut pas effectuer des changements trop brutaux en un seul temps. Donc Mogren reste prince héritier. Mais ce que Salman va faire, c'est de nommer un second prince héritier, qui est Mohammed Ben Nayef. Mohammed Ben Nayef n'est pas un fils de Salman, il est le fils de Nayef, donc il est le neveu de Salman, mais il appartient au sens large à cette même faction des Soudayri, puisque Nayef est un frère de sang de Salman, donc il est le neveu de sang, si vous voulez, de Salman, et est un personnage extrêmement important dans le système saoudien. Donc son père a été ministre de l'Intérieur pendant 35 ans. Mohammed Ben Nayef donc, a remplacé son père Nayef au ministère de l'Intérieur. C'était lui qui était en charge du contre-terrorisme, en particulier pendant toutes les années 2000 en Arabie Saoudite. Et c'est lui qui est perçu comme ayant été à l'origine de la victoire, entre guillemets, à l'époque on parle de victoire en tout cas, de l'Arabie Saoudite sur la menace Al-Qaïda en interne. Puisqu'on se souvient qu'entre 2003 et 2007 en particulier, il y avait eu des attentats répétés en Arabie Saoudite de la part d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Et donc Mohammed Ben Nayef, qui était à l'époque vice-ministre de l'Intérieur en charge du contre-terrorisme, pendant que son père était encore vivant, était ministre de l'Intérieur, ensuite il va succéder à son père, eh bien c'était lui qui était donc crédité de tous ses succès. Donc c'est un personnage qui s'est inscrit dans le système saoudien, qui a de très bonnes relations avec les Américains aussi, évidemment, puisque le contre-terrorisme, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en lien permanent avec les Américains. Et donc c'est quelqu'un qui, dans les changements que va impulser Salman, va être nommé second prince héritier. Donc vice-prince héritier. Donc il y a une double, dans la ligne de succession, si vous voulez, on nomme non seulement un prince héritier, mais on nomme son successeur. Donc, et au-delà, Salman va créer deux conseils. Un conseil des affaires économiques et sociales et un conseil des affaires sécuritaires, qui, en gros, se partagent le pouvoir, finalement. Le conseil des affaires économiques et sociales a à sa tête Mohammed Ben Salman, le fils de Salman, et un conseil des affaires sécuritaires avec à sa tête Mohammed Ben Nayef. Donc, de fait, à travers la création de ces deux conseils, qui sont créés par Salman à son entrée en fonction, on fait des deux Mohammed les deux personnages les plus importants du système. Là encore, dans le cas de Mohammed Ben Nayef, c'est relativement attendu parce que c'est quelqu'un qui était déjà très puissant dans le système précédent. Mohammed Ben Salman, c'est quelqu'un qui arrive de nulle part. C'est-à-dire que personne vraiment ne connaissait. La preuve, c'est qu'on ne connaît même pas son âge exact. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était très proche de son père, qui, d'une certaine manière, s'est développé dans l'ombre de son père, et puis qui, avec l'arrivée au pouvoir de Salman, prend une ampleur considérable. Donc ça, c'est les premiers changements dans un premier temps. Et puis, à la fin du mois d'avril, Salman va effectuer une deuxième série de changements qui, cette fois-ci, vont se traduire par l'élimination du prince Mogren, celui qui était un allié d'Abdallah et qui avait été nommé prince héritier à l'arrivée en fonction de Salman. Donc, avec cette deuxième série de changements, si vous voulez, Salman termine d'écarter le clan Abdallah. Et donc, Mogren était le dernier représentant des alliés d'Abdallah encore en place. Il est écarté. Du coup, Mohammed Ben Nayef devient prince héritier. Et le second prince héritier, c'est Mohammed Ben Salman. Donc, il nomme son propre fils comme second prince héritier. Donc, ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Ça n'est jamais arrivé qu'on change la succession
de cette manière dans le système saoudien. Traditionnellement, la famille royale est très légaliste. Il y a un ordre de succession, on le suit à la lettre, parce que précisément, toute l'obsession de la famille royale saoudienne depuis les années 50 et depuis la mise en place de l'Arabie saoudite moderne par le roi fondateur Abdelaziz, c'est précisément d'essayer d'associer au maximum toutes les factions de la famille au pouvoir, d'éviter qu'il y ait des clivages au sein de la famille, donc de donner à chacun sa place et de donner à chacun finalement l'opportunité d'exercer le pouvoir à un moment, et d'essayer donc d'éviter d'écarter des princes et de faire des mécontents pour éviter donc de diviser la famille et de créer des fractures en interne qui pourraient du coup se retourner contre l'intégrité de la famille. Donc, il faut se souvenir que cette règle, elle avait été mise en place par Abdelaziz parce qu'il y a eu un précédent au XIXe siècle, quand, à la fin des années 1860, l'État saoudien s'était effondré parce que deux frères s'étaient battus l'un contre l'autre. L'un avait fait appel aux Ottomans contre son frère. À l'époque, c'était les Ottomans qui étaient la grande puissance régionale. Et tout ça s'était traduit par un effondrement de l'État saoudien, qui, pendant 30 ans, avait cessé d'exister, entre 1870 et le début du XXe siècle, avant d'être recréé par le roi Abdelaziz. Donc il y a ce souvenir un peu traumatique de cette querelle fratricide qui fait qu'Abdelaziz va dire il faut surtout éviter à tout prix les querelles fratricides. Et donc il faut créer un système qui associe tout le monde, qui n'exclut personne, qui donne à chacun sa chance d'exercer le pouvoir. Donc ce que fait Salman, d'une certaine manière, en écartant de fait un prince qui avait été inscrit dans la ligne de succession, c'est de briser cette règle non écrite, mais qui est fondamentale pour comprendre le fonctionnement du système saoudien depuis 60 ans. Donc, là encore, Mohammed Ben Salman gagne encore en importance, et de fait, aujourd'hui, plus encore qu'en janvier, on peut dire qu'il y a deux personnes qui comptent en Arabie Saoudite. Il y en a trois si on compte le roi, mais il y en a deux, ce sont les deux Mohammed. Le roi, à mon avis, d'ailleurs, délègue très largement à son fils et à Mohammed Ben Nayef. Ce qui est intéressant parce que ça vous montre que la monarchie saoudienne, qui est généralement perçue comme une gérontocratie, elle est de fait aujourd'hui gouvernée par deux personnages qui, l'un a 55 ans et l'autre a une trentaine d'années, qui sont donc plutôt beaucoup plus jeunes que tous les dirigeants du Moyen-Orient. Donc il y a un vrai rajeunissement du système qui s'est fait par cette espèce de coup de force d'Abdallah. Alors, de Salman, pardon. Donc, c'est aussi quelque chose de très nouveau parce que vous avez un exécutif qui est extrêmement resserré aujourd'hui en Arabie Saoudite. Ça, d'une certaine manière, le système saoudien était traditionnellement un système qui souffrait d'énormément d'inertie dans sa décision politique, parce que précisément la règle depuis les années 50, c'était que toute décision doit être prise par consensus. Donc il y a ce qu'on appelle le conseil de famille, où vous avez toutes les branches de la famille qui siègent, et toute décision importante pour le royaume, elle doit être prise par le consensus de l'ensemble des princes et de l'ensemble des factions. Donc peut-être il faut dire que quand vous parlez de famille, c'est des milliers de gens. Alors, dans la première génération, vous avez une cinquantaine de branches. Donc il y a une cinquantaine de fils du roi Abdelaziz qui ont fondé une branche. Tous ne sont pas nécessairement en vie, mais ils sont représentés comme branche par leurs descendants. Aujourd'hui, la totalité de la famille royale, si on compte l'ensemble des princes, de toutes les générations confondues, puisque maintenant il y a des gens évidemment qui ont des fils, des petits-fils, des arrière-petits-fils, etc., vous avez probablement entre 10 et 20 000 personnes. Donc c'est quand même une famille qui est considérable. Mais ce qui compte évidemment, ce sont les princes les plus âgés, soit ceux de la première génération qui sont encore en vie, soit ceux de la seconde génération qui sont les plus âgés. Je pense par exemple, si vous voulez, vous avez la branche du roi Faisal. Le roi Faisal est mort en 75. Cette branche, aujourd'hui, elle est incarnée par ses fils, et en particulier par Saoud al-Faisal, qui était ministre des Affaires étrangères jusqu'à il n'y a pas longtemps, qui a fait partie des gens qui ont été écartés. Je vais y arriver. Donc dans ces cas-là, si vous voulez, puisque le prince de première génération qui représentait la branche est mort, la branche est représentée par celui de seconde génération qui est le plus vieux et le plus influent. Mais voilà, donc vous avez ce système, en fait, vous avez toutes ces branches qui, traditionnellement, là encore, ont été associées à l'exercice du pouvoir. L'Arabie Saoudite n'était pas une monarchie absolue. C'est ce qu'on appelle traditionnellement une monarchie dynastique. C'était le terme que Michael Herb avait choisi. C'est-à-dire qu'en Arabie Saoudite, ce n'est pas un individu qui gouverne, c'est une famille. Et tout le système, là encore, est fait de manière à ce que le pouvoir soit exercé collégialement et par consensus. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est une révolution parce que Salman est en train de créer un nouveau système. Un nouveau système qui aujourd'hui a deux têtes. Mohammed Ben Salman, Mohammed Ben Nayef, l'un en charge des affaires économiques et sociales, l'autre en charge des affaires sécuritaires. Donc ça fait que vous avez un système qui est évidemment beaucoup plus réactif, avec un exécutif resserré. On va y arriver. L'une des preuves de la réactivité du système, c'est la capacité, par exemple, de l'Arabie Saoudite, en quelques jours, à décider de faire la guerre au Yémen.
Dans le système saoudien classique, ça n'arriverait pas. Parce que la guerre au Yémen, il faudrait qu'elle soit discutée en amont, ça prendrait des mois, probablement la moitié des princes seraient en désaccord, et donc la décision ne serait jamais prise. Là, je veux dire, le fait que les Saoudiens soient entrés en guerre au Yémen aussi vite, c'est l'un des effets de ce changement au sein de l'exécutif. Alors, donc c'est un exécutif resserré. Là encore, ça a un avantage d'une certaine manière, parce que dans une région qui est en crise d'une certaine manière, et où évidemment l'Arabie saoudite se sent menacée, ça permet à l'Arabie saoudite de réagir aux crises de manière beaucoup plus réactive. La question, évidemment, on va y arriver, c'est réagir pourquoi ? C'est-à-dire en même temps, d'une certaine manière, tous les contre-pouvoirs qui existaient dans le système et qui faisaient que l'Arabie saoudite, traditionnellement, agissait de manière prudente, aujourd'hui ont sauté. Et donc on peut aussi s'interroger si l'Arabie saoudite, d'une certaine manière, pris dans une sorte d'hubris, et on va revenir sur cette hubris, à mon avis, qui aujourd'hui aussi est un peu la marque de fabrique de la politique étrangère saoudienne, va pas justement se retourner finalement contre un système dont la prudence était un peu la marque de fabrique. Cette prudence, aujourd'hui, elle a disparu. Alors, il y a d'autres changements dans ces... Juste pour terminer sur ces changements de la fin du mois d'avril, c'est que, en plus de nommer Mohammed Ben Salman comme second prince héritier, et donc d'entériner, si vous voulez, ce système bicéphale avec les deux Mohammed, le roi a aussi écarté tous ceux qui restaient au sein du gouvernement et qui pouvaient continuer à faire de l'ombre aux deux Mohammed. Je pense en particulier à Saoud al-Faisal. Saoud al-Faisal était ministre des Affaires étrangères, il est le fils du roi Faisal, c'est un personnage extrêmement influent aussi dans le système saoudien, qui a été écarté, et vous remarquerez écarté non pas au profit d'un autre prince, mais au profit d'un roturier, qui s'appelle Adel Jubeir, qui est quelqu'un qui était très bien vu aux États-Unis, il a été ambassadeur à Washington, donc c'est un roturier important dans le système saoudien, mais c'est évidemment quelqu'un qui ne représente aucune des factions et qui simplement va se contenter de prendre des ordres auprès des deux Mohammed. Donc en écartant aussi la branche des Faisal, qui était une branche qui pouvait encore peser, et en remplaçant Saoud al-Faisal par un roturier, vous complétez d'une certaine manière la prise en main du système par les deux Mohammed et le roi Salman, évidemment, derrière. Alors, c'est en fait beaucoup plus, parce que ça a été souvent décrit comme, pour ceux qui suivent tous ces débats politiques saoudiens, comme une prise de pouvoir des Soudairis. Je vous ai parlé des Soudairis tout à l'heure et de ces 7 frères. En vérité, c'est encore plus compliqué qu'une prise de pouvoir des Soudairis, parce que les Soudairis, c'est en fait 7 lignées qui sont liées par une mère commune, au niveau de la première génération. En fait, c'est même moins que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la branche Salman, c'est-à-dire les descendants directs de Salman, en alliance avec Mohammed Ben Nayef. Mohammed Ben Nayef, qui lui-même est perçu comme non menaçant par la branche Salman, pour une raison simple, c'est qu'il n'a pas de fils. Mohammed Ben Nayef n'a que des filles. Donc Mohammed Ben Nayef lui-même n'a pas de lignée, n'a pas de descendance. Donc aujourd'hui, vous avez une alliance en fait entre les Salman et Mohammed Ben Nayef, qui est une alliance plus ou moins de circonstances, à la fois parce que Mohammed Ben Nayef est d'une certaine manière incontournable, mais aussi parce qu'il n'est pas menaçant pour l'hégémonie Salman. Et toutes les autres branches soudairies, en vérité, ont même été écartées. C'est-à-dire que traditionnellement, vous pensiez au sultan en particulier. Sultan a été ministre de la Défense. On avait beaucoup parlé de Bandar bin Sultan, un personnage extrêmement influent dans le système saoudien, qui avait été aussi ambassadeur à Washington, qui était à la tête d'un conseil de sécurité nationale. Ce Bandar bin Sultan a aussi été écarté. Et les fils de Sultan ont aussi été écartés. Ahmed bin Abdelaziz, qui est aussi un prince influent de la dynastie Soudairi, a été écarté de la ligne de succession. Donc aujourd'hui, en vérité, c'est même plus un système Soudairi. C'est un système, en vérité, Salman. Salman avec un allié de circonstance qui est Nayef. Et à mon avis, tout ça se fait dans un moment qui est extrêmement important, qui est ce moment du passage générationnel. Là encore, pour ceux qui suivent un peu les débats sur l'Arabie saoudite, ça fait 10 ou 20 ans que tout le monde explique que le principal défi que devait devoir relever l'Arabie saoudite, c'est la transition à la seconde génération. Tous les rois qui ont gouverné l'Arabie saoudite depuis les années 50 sont des frères et sont les fils du roi fondateur. Dans ce système dont on a dit qu'il est dynastique, où le pouvoir se transmet au sein de la fratrie par ordre de seniorité. Or, effectivement, la fratrie se termine, ils sont tous très âgés. Mogren, c'était le plus jeune de la fratrie, donc effectivement, en écartant Mogren, il ne reste plus de membres de la première génération. De fait, ce que Salman a fait, c'est d'imposer le passage à la seconde génération, mais à sa manière, en nommant ses propres candidats, et en particulier des gens de sa faction. Ça, c'est quelque chose qui est là encore une vraie révolution dans le système saoudien. C'est quelque chose qui va contre tout ce qu'Abdallah avait essayé de faire. En 2006, Abdallah avait pour la première fois
essayer d'institutionnaliser la succession. Il avait créé ce qu'on appelle un conseil d'allégeance. Un conseil d'allégeance, c'est une structure qui regroupait tous les membres des différentes factions de la famille, où chaque faction avait une voix, et qui devait permettre, au moment de la transition générationnelle, de choisir le prince de seconde génération qui hériterait du trône, avec un système de vote et de majorité. Donc chaque faction aurait donné, vous auriez eu des candidats, tel que le système tel qu'Abdallah l'imaginait, vous auriez eu des candidats, et chacun aurait voté donc chaque faction aurait eu une voix et donc aurait choisi le prince de seconde génération qui devait succéder. Salman a fait l'inverse. Salman a utilisé sa position de pouvoir en tant que roi dans le système et ses alliés pour imposer la succession avec Mohammed Ben Nayef et Mohammed Ben Salman sans passer par le conseil d'allégeance, en imposant a posteriori sa décision au conseil d'allégeance. Et visiblement, ce qu'on sait, c'est que le conseil d'allégeance a été très divisé. Il a visiblement voté majoritairement pour valider le choix imposé par Salman, mais 60%, 40%. Donc il y a eu une vraie opposition au sein du Conseil d'allégeance qui a protesté en particulier parce qu'il n'a pas été consulté en amont. On lui a imposé le fait accompli. Donc là encore, c'est aussi un coup au sens où Salman a contourné les institutions qui avaient été mises en place pour la transition et a imposé ses propres candidats. Alors, donc, le vrai risque, évidemment, c'est précisément ce risque dont on a parlé tout à l'heure, qui est une fracture au sein de la famille. C'est-à-dire que ce coup de force de Salman et de la branche Salman, qui est un coup de force qui est perçu comme d'autant plus dangereux que, comme je le disais tout à l'heure, Mohammed Ben Nayef n'a pas de fils. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est potentiellement un pouvoir qui va, à terme, se recentrer sur la branche Salman. Puisque de toute façon, vous imaginez, il y a des raisons très rationnelles pour tout ça, le système qui est en place actuellement, qui est un système de succession horizontale, il est impraticable à la seconde génération. Dans la première génération, vous avez 50 princes. Dans la seconde génération, vous avez 500 princes. C'est-à-dire qui sont les petits-fils du roi fondateur. Quelle est la règle qui permettrait de transmettre le pouvoir de l'un à l'autre ? Il n'y a plus de règle. La règle de seniorité qui s'appliquait au sein d'une fratrie peut plus s'appliquer dès lors que vous avez 500 princes qui sont tous de père et de mère différentes. Donc, de fait, ce qu'on peut imaginer que Salman est en train de faire, c'est d'imposer peut-être même une monarchie héréditaire à terme. C'est-à-dire que le système de transmission horizontale du pouvoir se convertirait en un système de monarchie patrilinéaire classique, hein, comme on les connaît au Maroc, en Jordanie et ailleurs, hein, avec la branche Salman qui finalement hériterait à terme du pouvoir, alors patrilinéaire ou pas, ou alors une transmission du pouvoir au sein de la fratrie des fils de Salman, mais en tout cas un recentrage du pouvoir sur une seule branche. C'est pas nouveau parce que c'était ce que le roi Abdelaziz lui-même avait fait au début du XXe siècle. Quand lui reconstruit l'État saoudien au début du XXe siècle, il impose aussi au départ l'exclusion de toutes les branches collatérales. Donc si vous voulez, c'est un système qui doit régulièrement se renouveler. Là encore, parce que ce système de transmission horizontale du pouvoir, il ne fonctionne que sur une génération. Quand la génération s'épuise, il faut à un moment qu'il y ait un coup de force, qu'une des branches l'emporte, pour soit recréer au sein de sa branche le système horizontal, ou pour soit imposer un système patrilinéaire. Ça ajoute évidemment à le mécontentement des autres. C'est que pour tous ceux qui ont perdu aujourd'hui parmi les princes et parmi les différentes factions, ce qu'ils peuvent imaginer à terme, c'est d'être exclus définitivement du pouvoir au profit des Salman. Ce qui explique qu'il y a un vrai mécontentement. Ce mécontentement, on l'a vu s'exprimer en particulier à travers la voix d'un prince de première génération qui est connu pour s'exprimer assez librement, qui est le prince Talal, que beaucoup connaissent parce qu'il est le père de Walid bin Talal. Donc il est aujourd'hui moins connu que son fils, mais enfin le prince Talal, c'est quelqu'un d'important dans le système saoudien. Il a toujours été un peu le vilain petit canard, un peu de la famille. C'est lui qui, au début des années 60, avait rejoint Gamal Abdel Nasser en Égypte, hein, et avait créé à l'époque le comité des princes libres, parce qu'il avait à l'époque embrassé les idéologies révolutionnaires de gauche, et il voulait faire la révolution en Arabie Saoudite. Donc ce prince Talal, il est connu en Arabie Saoudite comme le prince rouge. N'empêche qu'il est le frère de Salman, il est le frère d'Abdallah, il fait partie de cette première génération. Il est aussi très dans les nouvelles technologies, donc il est l'un des seuls princes de première génération à avoir un compte Twitter. Et sur son compte Twitter, il a protesté vigoureusement contre le coup de force de Salman, en des termes qui, à mon avis, de mon point de vue, sont vraiment très surprenants pour quelqu'un qui connaît la politique saoudienne, où d'habitude on parle à mots feutrés, on fait très attention à ce qu'on dit, où là il a écrit « Pas d'obéissance à ceux qui brisent les règles ».
Donc en gros, il dit, j'ai pas de bay'a au roi Salman, je conteste mon serment d'allégeance. Alors évidemment, Talal, qu'est-ce qu'il représente exactement ? Pas grand-chose, parce que Talal, effectivement, avec ce qu'il a fait dans les années 60, il a quand même une position un peu marginale dans la famille. Mais à mon sens, Talal est un peu la voix de tous ceux qui n'ont pas de voix. Enfin, je veux dire, quand il ne parle pas que pour lui. Il parle pour tous ceux qui, dans la famille, se sentent aujourd'hui marginalisés ou exclus par le coup de force du roi Salman. Donc il y a des divisions dans la famille, et évidemment, il faudra voir de près ce qui va se passer, parce que ces divisions, elles peuvent à terme provoquer une fracture et elles peuvent à terme affaiblir le système. C'est précisément pour ça que, pour légitimer la nouvelle structure de pouvoir et pour donner de la légitimité en particulier à Mohammed Ben Salman, ce nouveau venu que personne ne connaissait et qui donc aujourd'hui est un peu le numéro 2 du système, il a fallu la guerre du Yémen. La guerre du Yémen est tombée à point nommé. Puisque Mohammed Ben Salman est ministre de la Défense, donc c'est lui qui est en charge des forces armées saoudiennes, et donc la guerre du Yémen a permis de montrer Mohammed Ben Salman en chef de guerre, de lui asseoir sa légitimité en montrant que c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions, de gouverner l'armée saoudienne, tout ça dans un climat de ferveur nationaliste assez délirante en vérité. Ça fait 2 mois qu'en Arabie saoudite, il y a cette ferveur nationaliste extraordinaire autour de l'intervention au Yémen. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette intervention au Yémen, elle a été présentée comme une intervention contre l'Iran. Et l'Iran est évidemment très impopulaire en Arabie saoudite. Et donc une intervention que l'Arabie saoudite, d'une certaine manière, prenne l'initiative pour contrer ce qui est perçu comme une avancée de l'influence iranienne aux frontières saoudiennes, est évidemment extrêmement bien vu parmi les sunnites du royaume. Donc la guerre au Yémen a servi d'une certaine manière à légitimer cette nouvelle structure de pouvoir, et en particulier Mohammed Ben Salman, donc, qu'on voit, alors il y a eu si vous ouvrez les journaux saoudiens depuis 2 mois, chaque jour vous voyez Mohammed Ben Salman dans la salle d'opération, commandant les forces armées saoudiennes au Yémen et décidant de frapper à tel endroit ou à tel endroit, etc. Donc il y a vraiment cette volonté de le présenter en chef de guerre. Là encore, pour asseoir une légitimité qui pour le moment lui fait défaut. Alors, je vais terminer en 2 points. Qu'est-ce que ces changements provoquent ? C'est-à-dire que là, on a parlé des changements pour le moment dans la structure de pouvoir. Quelles conséquences pour la politique étrangère saoudienne et quelles conséquences pour la politique intérieure ? Alors, la première conséquence pour la politique étrangère, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous avez une plus grande réactivité. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, on a une structure de pouvoir resserrée et ça va se traduire par une Arabie saoudite qui prend des décisions, alors là encore, de manière réactive ou à la va-vite, ça dépend comment on se positionne. Et ça peut être un peu des deux quelquefois. Mais avec l'arrivée de Salman au pouvoir, vous avez aussi un changement de ligne qui est important. Abdallah, pendant toute l'année 2014, était dans une obsession anti-islamiste. Abdallah avait fini, à partir même de l'arrivée au pouvoir de Morsi en Égypte, par se convaincre que la principale menace pour l'Arabie saoudite, c'était les islamistes, et en particulier les frères musulmans. Et en 2013-2014, vous avez une politique saoudienne qui est tout entière centrée sur cette volonté d'affaiblir partout le pouvoir des frères musulmans, considéré comme étant une menace, si vous voulez, structurelle pour le système saoudien, puisque les frères musulmans proposent un système politique alternatif qui se réclame de la même ressource de légitimité que celle de l'Arabie saoudite, c'est-à-dire de l'islam. Ce sont un peu le conflit entre ces 2 modèles islamiques, si vous voulez. Le modèle fréro-turc d'un côté et le modèle saoudien, qui l'un et l'autre se réclament de la légitimité de l'islam. Donc les Saoudiens s'étaient persuadés qu'à terme, si vous voulez, le défi symbolique que représentait le modèle fréro-turc était encore plus important que le défi iranien. Et donc, pendant toute l'année 2013 et 2014, vous avez une Arabie saoudite qui concentre ses efforts sur l'affaiblissement du défi représenté par les islamistes sunnites. Ça explique évidemment le positionnement très anti-frère de l'Arabie saoudite en Égypte et la contribution majeure de l'Arabie saoudite à la chute de Morsi, puisque on sait que la chute de Morsi, elle a été discutée en amont avec les Saoudiens, et que c'est pas un hasard si Abdel Fattah al-Sisi était attaché militaire, devinez où, en Arabie saoudite. Abdel Fattah al-Sisi, c'est typiquement quelqu'un qui a des liens étroits avec l'Arabie saoudite. Donc l'armée égyptienne, en général, a des liens étroits avec l'Arabie saoudite. C'est pas quelque chose de nouveau, évidemment, Sisi est un canal direct avec l'Arabie saoudite. Donc, bien avant même la chute de Morsi, il y a eu évidemment des pourparlers avec les Saoudiens. Les Saoudiens ont fait connaître leur mécontentement à l'égard de Morsi et ont promis
en amont des aides à l'Égypte en cas de renversement des frères. Si l'Égypte, les Émirats arabes unis et le Koweït annoncent 4 jours après la chute de Morsi une aide de 12 milliards de dollars à l'Égypte, vous imaginez que c'est quelque chose qui a été décidé en amont. Parce qu'à l'époque, on n'a pas une structure réactive en Arabie saoudite. Pour décider de donner autant de milliards, c'est parce qu'on a décidé ça depuis quelques mois. Donc ça, c'est d'une certaine manière, c'est vraiment le début du basculement. Et à partir de là, l'Arabie saoudite va tout faire pour affaiblir les frères, y compris en les criminalisant en interne, puisque vous savez qu'au début de l'année 2014, les Saoudiens publient une liste de groupes terroristes qui commence par les frères musulmans. Quelques mois après que les Égyptiens eux-mêmes aient décidé que les frères musulmans étaient un groupe terroriste. Ça va se traduire aussi sur différents conflits, en particulier le conflit syrien. Contrairement à ce qu'on dit beaucoup, les Saoudiens, alors peut-être dans un premier temps, en 2012-2013, quand Bandar Ben Sultan justement était aux affaires, les Saoudiens ont soutenu de manière assez large l'opposition syrienne, y compris les factions islamistes. En 2014, c'est plus le cas du tout. C'est-à-dire que la ligne saoudienne, c'est d'essayer au contraire de soutenir tout ce qui reste de non-islamistes en Syrie. Et donc avec un soutien marqué au front des révolutionnaires syriens, à tout ce qui reste de l'armée syrienne libre, pour essayer au contraire de marginaliser les islamistes dans la révolution syrienne. Donc on va le retrouver aussi cette position, on va la retrouver dans le conflit syrien. On va le retrouver au Yémen, évidemment, où, dans un premier temps, l'avancée des Houthis sur Sanaa est plutôt vue d'un bon œil à Riyad. Alors, je ne dis pas que les Saoudiens les ont aidés, mais n'est pas vue comme une menace existentielle à Riyad, parce que l'avancée des Houthis peut servir à déstabiliser un gouvernement à Sanaa qui est perçu depuis Riyad comme étant dominé par l'islam, c'est-à-dire les frères musulmans yéménites. Donc, dans un premier temps, les Saoudiens ne sont pas mécontents de voir le gouvernement de Sanaa déstabilisé, gouvernement perçu comme une menace à Riyad parce que dominé, du point de vue de Riyad, par les frères musulmans yéménites. Évidemment, on prend la mesure du revirement de Riyad, qui, quelques mois plus tard, considère les Houthis comme étant la menace la plus grande. Alors évidemment, entre-temps, les Houthis se sont affirmés non seulement comme une force de déstabilisation du gouvernement, mais comme une force qui est prête à prendre le pouvoir et même à avancer très loin en territoire yéménite. Ce qui n'est pas le cas dans le premier calcul saoudien. Mais donc on voit qu'au départ, sous Abdallah, on est vraiment dans une politique qui consiste à tout prix à faire du containment face aux islamistes, et en particulier les frères musulmans. Avec Salman, cette politique change. Salman, lui, il revient à la première obsession traditionnelle de l'Arabie saoudite, qui est l'Iran. Et pour Salman, il faut à tout prix stopper l'avancée de l'influence iranienne dans la région, et pour y parvenir, il faut reconstituer le front sunnite. C'est-à-dire qu'il faut stopper, au contraire, cette lutte intra-sunnite entre pro-saoudiens ou pro-Sisi et frères. Et donc Salman, depuis qu'il est au pouvoir, il va chercher à réunifier, si vous voulez, les forces sunnites, à essayer de convaincre ses différents partenaires de mettre de côté leurs divergences avec les frères musulmans pour reconstruire un sunnisme unifié capable de faire pièce aux Iraniens. Donc on voit typiquement au Yémen, alors que il y a un an, l'islam était perçu comme étant l'ennemi absolu par les Saoudiens, c'est-à-dire les frères musulmans yéménites. Et les Houthis pouvaient être perçus à un moment comme ce que j'appellerais, si vous voulez, des idiots utiles, qui pouvaient servir à déstabiliser les frères musulmans. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les Saoudiens se rapprochent de nouveau des frères musulmans yéménites, c'est-à-dire de l'islam, qui est reçu à Riyad chaque semaine. Aujourd'hui, les frères musulmans yéménites ont les portes des palais ouvertes à Riyad et sont en permanence en discussion avec l'Arabie saoudite, qui les utilisent comme force d'appoint sur le terrain. Et en retour, évidemment, les Houthis sont perçus comme l'ennemi absolu, puisque les Houthis, là encore, à Riyad, sont perçus comme étant le bras armé de Téhéran au Yémen. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, d'ailleurs, mais je ne vais pas m'exprimer sur les Houthis. Ça a dû être fait par d'autres et par Laurent Bonnefoy et quelques collègues qui travaillent sur le Yémen. Il y a évidemment des liens entre les Houthis et l'Iran, mais enfin, imaginer que les Houthis sont un proxy de l'Iran comme l'est le Hezbollah au Liban, c'est évidemment une exagération. Donc on a un revirement total. Revirement aussi sur la Syrie, puisque la nouvelle stratégie de l'Arabie saoudite aujourd'hui, c'est de soutenir avec les Turcs et avec les Qataris, c'est-à-dire avec les ennemis d'hier, ce qu'on appelle l'armée de la conquête, Jaish el-Fatah, qui est une alliance islamiste qui est bien implantée dans le nord de la Syrie, pour faire pièce à la fois au régime, mais aussi à Daesh. C'est cette idée de l'alternative islamiste, si vous voulez. Donc aujourd'hui, sur la Syrie, les Saoudiens se sont réconciliés avec les Turcs et avec les Qataris, et tous ces pays soutiennent Jaish el-Fatah, qui sont ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, un mélange d'islamistes et de salafistes nationalistes.
par opposition aux djihadistes de Daesh, évidemment. Alors, la question de Jebhat al-Nusra est compliquée parce que Jebhat al-Nusra est un allié de Jaish al-Fatr, mais il n'en fait pas partie. Et c'est d'une certaine manière, là aussi, toute l'ambiguïté de cette armée de la conquête, qui, d'une certaine manière, voilà, a des liens forts avec Jebhat al-Nusra, mais n'est pas Jebhat al-Nusra. Et que les Saoudiens et d'autres voudraient voir aujourd'hui comme l'avenir de la Syrie. Donc on voit aussi, si vous voulez, comment cette réorientation de la politique saoudienne a eu des effets sur le terrain syrien. C'est pas pour rien que, depuis quelques mois, si vous avez suivi l'actualité du conflit syrien, Jaish al-Fatr a remporté des victoires, en particulier a pris Idlib. A pris Idlib grâce au soutien turco-saoudo-qatari, c'est-à-dire à cette nouvelle politique de l'Arabie saoudite qui se traduit évidemment par des ressources matérielles et par des armes qui permettent à l'armée de la conquête, à Jaish al-Fatr, d'avancer sur le terrain. Donc voilà pour ce qui est de la politique étrangère. Évidemment, on a parlé de l'intervention au Yémen, hein, où là aussi, les Saoudiens sont dans une obsession anti-Houssi, qui fait que, dans le cas du Yémen, par exemple, ils ne bombardent pas Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Alors, là encore, il ne faut pas faire une lecture complotiste. Al-Qaïda dans la péninsule arabique, c'est un ennemi de l'Arabie saoudite. Les Saoudiens ne sont pas dupes. Al-Qaïda dans la péninsule arabique a été formé par d'anciens membres du groupe qui était actif en Arabie saoudite entre 2003 et 2007 et a fait des attentats, qui se sont réfugiés au Yémen, qui sont alliés à des Yéménites et qui se sont reformés au Yémen en 2009. C'est un groupe qui voue hégémonie la monarchie saoudienne, mais qui aujourd'hui n'est pas perçu comme étant l'ennemi prioritaire. La question, c'est pas de dire l'Arabie saoudite, dans cette histoire, a des amis et des ennemis. L'Arabie saoudite est contre l'Iran et contre Daesh et, à mon avis, est contre Al-Qaïda. Il ne faut pas faire une lecture complotiste. La question, c'est de savoir quelle est la priorité des ennemis. C'est-à-dire avec qui on peut faire une alliance tactique contre un ennemi qui est perçu à un moment donné comme étant l'ennemi le plus important ou l'ennemi le plus menaçant. Là encore, la politique saoudienne, aujourd'hui, elle voit l'Iran comme étant l'ennemi numéro 1. Et donc, pour faire pièce à l'Iran, elle est prête à tolérer, si vous voulez, la montée en puissance de groupes comme Al-Qaïda dans la péninsule arabique au Yémen, sans nécessairement les soutenir, mais en tout cas en considérant que ce n'est pas la priorité pour le moment. Alors, pour ce qui est de la politique interne, très brièvement, parce qu'en fait, il y a peu de choses à dire sur les changements en politique interne en Arabie saoudite. On a dit au début que l'arrivée au pouvoir de Salman allait se traduire, ou était même en train de se traduire, par un tournant conservateur. Parce que, effectivement, les premières décisions de Salman, c'est, alors à côté de tout ce que j'ai décrit avant, hein, c'est de renvoyer le ministre de la Justice et le chef de la police religieuse qui avait été nommé par Abdallah et qui étaient perçus comme des libéraux relatifs. C'est-à-dire des gens qui étaient un peu plus... en particulier le chef de la police religieuse avait une posture effectivement plus libérale. Considérait que la police religieuse devait rester dans ses prérogatives, ne devait pas empiéter sur l'espace privé, etc. Il avait tenu un certain nombre de propos, en 2014 en particulier, qui indiquaient une volonté d'impulser une direction un peu plus libérale à la tête de la police religieuse. C'est des nuances, si vous voulez. On est quand même... voilà, c'était pas un libéral tel qu'on pourrait l'entendre. Et évidemment, ces gens-là ont été congédiés par Salman quand il est arrivé au pouvoir. Il a nommé des gens beaucoup plus dans la ligne wahhabite orthodoxe classique pour les remplacer. Il a nommé comme conseiller du roi un cheikh qui s'appelle Saad al-Shisri, qui avait fait beaucoup parler de lui en 2009, parce qu'il avait été congédié par Abdallah en 2009, lorsque ce même Saad al-Shisri, à l'époque, avait critiqué la création de la King Abdallah University for Science and Technology, qui est ce projet d'université mixte que Abdallah avait créé dans la province occidentale, dans le Hejaz, qui était la première université mixte saoudienne, qui était à l'époque vue comme un peu l'un des projets phares d'Abdallah pour impulser une forme de modernisation sociale et religieuse, si vous voulez, dans le royaume. Ce Saad al-Shisri, donc, qui est un cheikh de l'establishment religieux saoudien, avait critiqué la décision. Il avait été congédié par Abdallah. Le même a été nommé comme conseiller par Salman. Donc, on avait fait à l'époque une lecture en disant « Ah bah oui, effectivement, il se rapproche des pans les plus conservateurs de l'establishment religieux au détriment des pans les plus libéraux sur lesquels s'était plutôt appuyé Abdallah. » En vérité, c'est plus compliqué que ça, à mon avis. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui, de toute façon, s'appuie systématiquement sur les uns et sur les autres. C'est-à-dire que, de la même manière qu'on a
exagérer les penchants libéraux d'Abdallah, hein, et pourtant ça a marché. Si vous vous souvenez des déclarations de Christine Lagarde à la mort d'Abdallah, qui a dit mais c'était un grand libéral. Bon, Abdallah n'était pas un grand libéral. Abdallah était quelqu'un qui systématiquement essayait de maintenir les équilibres entre les conservateurs et les libéraux, en donnant un coup raison aux conservateurs et un coup raison aux libéraux. Peut-être en faisant pencher un tout petit peu la balance du côté des libéraux, et de manière, je veux dire, anecdotique. Salman, peut-être, va faire l'inverse, mais ce ne sera pas un changement majeur. Et d'ailleurs, on voit qu'après avoir nommé ces gens de la frange conservatrice de l'establishment religieux à des postes importants, il vient, il y a 2 semaines, de confirmer qu'à la fin de l'année, les élections municipales auraient lieu et que les femmes pourraient non seulement voter, mais être candidates. Ce qui va plus loin que ce qu'Abdallah avait annoncé il y a quelques années. Donc là encore, on est exactement dans le même système. On donne un point aux conservateurs, un point aux libéraux. L'idée, c'est encore de toujours essayer de maintenir cet équilibre entre les deux. Parce que ce qu'on néglige souvent dans l'approche du système saoudien, c'est que le système saoudien ne s'appuie pas que sur l'establishment religieux. Le système saoudien, il a 2 pieds dans la société, ce qu'on pourrait appeler la société civile, entre guillemets. Il a aussi besoin des libéraux. Il y a aussi une légitimation libérale du système saoudien. Vous n'avez qu'à ouvrir un journal comme Al-Sharq Al-Awsat, Al-Hayat, c'est-à-dire tous ces journaux qui sont à capitaux saoudiens et qui comptent parmi les plus grands journaux arabes. Vous ne lirez que des plumes libérales, que des Saoudiens qui vous expliquent que les femmes doivent conduire, que les femmes doivent voter, qui sont des Saoudiens, qui, à leur manière, participent aussi de la légitimation du système, de la même manière que les religieux participent de la légitimation du système. Et donc le système saoudien a besoin, si vous voulez, d'avoir des gens qui le défendent dans les 2 camps. Et pour maintenir cet équilibre entre les uns et les autres, eh bien, il doit donner aux uns et donner aux autres. Donc ce qu'a fait Salman, c'est exactement ce qu'a fait Abdallah par le passé. Il a donné d'abord aux conservateurs, et il y a 2 semaines, il vient de donner une victoire aux libéraux. Donc à mon avis, pour ce qui est de la politique intérieure, il n'y a aucun changement à attendre. On est dans le statu quo, avec toujours ce jeu de balancier entre les uns et les autres. Mais pour ce qui est de l'orientation de la politique intérieure, pour moi, on est dans la continuité avec ce qui s'est fait, non seulement sous Abdallah, mais d'une certaine manière avec ce qui s'est toujours fait. Enfin, je veux dire, le système saoudien est un système de statu quo. Et je ne crois pas que c'est quelque chose qui va changer dans les années à venir. Je vais m'arrêter là, merci. Merci beaucoup. Donc à vous, on va simplement vous demander d'attendre d'avoir le micro pour que ça passe à la télévision. Je peux parler ? Non, c'est pour l'enregistrement. Prendre le micro. Voilà. Je vous en prie. Merci. J'ai des questions de langage à vous, au sujet desquelles je voudrais des éclaircissements. Ça va ? Bon, donc j'ai 2 questions de langage. D'abord, m'aider à distinguer entre ce que vous avez appelé les wahhabites orthodoxes, ce que j'ai compris comme les conservateurs en Arabie Saoudite, et la distinction avec les salafistes. Dès qu'on parle de la région musulmane au sens large, on cite le salafisme comme étant une invention et un instrument de l'Arabie Saoudite. Je ne sais pas si c'est exact, vous me direz. Et l'autre question, c'est que vous me traduisez en français, qu'est-ce que vous avez appelé l'islah ? Merci. On prend plusieurs questions quand vous préférez, Stéphane ? C'est vous ? Allons-y. Bonjour. Moi, je voudrais savoir comment est perçue la menace Daesh par l'Arabie Saoudite. Menace, je veux dire, en interne, pas simplement... voilà. Enfin, ils sont quand même aux portes de l'Arabie Saoudite. Voilà. Oui. Oui, je voulais tout d'abord vous remercier parce que vraiment ce que vous nous avez raconté est absolument remarquable. Moi qui suis une fanat d'Arabie Saoudite, j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez dit. J'avais une question peut-être en marge. À votre avis, quelle est l'influence du Pakistan et notamment de l'armée pakistanaise ou de conscrits pakistanais dans l'armée saoudienne ? À ma connaissance, elle est extrêmement importante. L'armée saoudienne ne serait infoutue de conduire un char ou quoi que ce soit sans qu'il y ait un Pakistanais au volant. Et donc, quelle est votre opinion sur le sujet, notamment sur le maintien à plus long terme de cette guerre ? Nous sommes 2 ici à avoir vécu au Yémen pendant longtemps au Yémen. Voilà. Merci beaucoup à vous. Oui, on peut y aller, oui. Merci pour ces questions. Alors, j'ai employé le terme de wahhabite.
Je l'emploie pour désigner l'islam officiel saoudien. Cet islam officiel saoudien, il s'inscrit dans la tradition qui a été initiée par un prêcheur du XVIIIe siècle, Mohammed Abd al-Wahhab. Et Mohammed Abd al-Wahhab s'inscrit lui-même dans ce qu'on pourrait appeler traditionnellement le salafisme. Le salafisme, c'est une approche littérale des textes sacrés. C'est une approche aussi qui insiste à tout prix sur l'orthodoxie sunnite et sur une conception particulière de ce qu'on appelle en arabe la aqida, c'est-à-dire le dogme, qui est perçu selon des définitions en particulier qu'on va retrouver chez Ibn Taymiyyah et qui exclut de l'islam, ou en tout cas de l'islam orthodoxe, les chiites, les soufis, etc. C'est partie de ce qui va définir un peu cet islam wahhabite. Simplement, le salafisme, pour moi, c'est plus large que le wahhabisme, même si aujourd'hui les deux ont tendance à se confondre. C'est-à-dire que Ibn Taymiyyah est salafiste, il n'est pas wahhabite puisqu'il a vécu 400 ans avant Abd al-Wahhab. Abd al-Wahhab s'est inspiré d'Ibn Taymiyyah. Ce qu'Abd al-Wahhab a fait, c'est qu'il a repris un certain nombre des thèses d'Ibn Taymiyyah, il s'en est fait le porte-parole, et il a surtout fait une alliance politique avec une famille royale qui est la famille Saoud, pour faire de cet islam l'islam officiel. Donc aujourd'hui, le salafisme, sous cette forme du wahhabisme, c'est-à-dire de sa version saoudienne, si vous voulez, et en particulier dans cette alliance avec la famille royale, c'est l'islam saoudien. C'est celui, évidemment, qui est extrêmement influent depuis 40 ans, en particulier depuis l'arrivée, donc depuis le moment où l'Arabie saoudite a des revenus pétroliers conséquents qui lui permettent d'exporter son islam. Donc c'est celui qui, aujourd'hui, va définir à l'échelle régionale le salafisme, même si le salafisme a très largement échappé aux Saoudiens, puisque le salafisme, aujourd'hui, peut se décliner de différentes manières. Vous avez un accord fondamental sur la conception du dogme, je parlais tout à l'heure, l'aqida, tel que défini par Ibn Taymiyyah, le tawhid se décline de 3 manières différentes, etc. On ne va pas rentrer dans des débats théologiques. Donc tous les salafistes vont être d'accord sur la aqida. Ils vont être d'accord sur le dogme. Ils vont être d'accord sur l'approche des textes, la manière d'approcher les textes. Mais ils vont en tirer des conséquences extrêmement différentes, en politique en particulier, puisque vous allez avoir des salafistes qui, en politique, prennent absolument toutes les positions possibles. Vous avez des salafistes qui soutiennent les régimes en place et les soutiennent mordicus, y compris quand ce sont des régimes qu'on pourrait difficilement qualifier d'islamiques. Il ne faut pas oublier que vous aviez des salafistes qui, en Égypte par exemple, jusqu'à la chute de Moubarak, considéraient que Moubarak était Amir al-Mu'minin, qu'il était le commandeur des croyants, et donc il fallait absolument le soutenir et surtout pas se révolter contre lui. Ce n'étaient pas tous les salafistes égyptiens, mais il y avait une frange qui tenait cette position. Vous avez des franges qui sont plus politisées, qui ont même créé des partis politiques, et vous avez des franges qui sont très politisées et qui même considèrent la violence comme un moyen politique légitime. Donc, si vous voulez, à partir d'un substrat juridico-théologique commun, vous en venez à avoir des attitudes, en particulier politiques, extrêmement différentes. Les wahhabites, ce qui définit leur attitude politique, c'est cette alliance avec la famille royale. Donc, les salafistes que vous trouvez en Arabie saoudite dans cet establishment religieux que j'ai décrit, ils considèrent évidemment que l'obéissance à la famille royale est due de manière inconditionnelle. Ce qui n'est pas le cas des salafistes que vous allez trouver dans d'autres pays de la région nécessairement. Donc c'est ça la différence pour moi, si vous voulez, la différence entre les wahhabites et les salafistes. Les wahhabites sont des salafistes, mais ils sont des salafistes qui sont pris dans une structure de pouvoir particulière, qui est celle du système saoudien, et en particulier de ce partenariat fondateur avec la famille royale. Alors, pour ce qui est de l'islam, c'est le nom que les frères musulmans ont pris au Yémen. Vous savez que les frères musulmans, dans un certain nombre de leurs branches, ne s'appellent pas frères musulmans. En Palestine, il s'appelle Hamas. En Algérie, d'ailleurs, il s'appelle Hamas aussi, mais ça ne veut pas dire la même chose. Harakat al-Mujtama' al-Silm, le mouvement de la société pour la paix, mais c'est aussi le même acronyme en Algérie, mais ça ne veut pas dire du tout Harakat al-Muqawama al-Islamiyya. Donc les frères musulmans, dans certains pays, s'appellent soit frères musulmans, c'est le cas en Syrie, soit prennent un autre nom. Dans le cas du Yémen, il s'appelle Islah. Islah, ça veut dire la réforme. Et c'est un terme qui est plutôt utilisé, d'abord parce qu'il est utilisé dans la tradition islamique, et donc vous avez un certain nombre de mouvements islamistes qui utilisent ce terme d'Islah. Alors Islah, ça veut dire réforme pour revenir au fondement.
dans la logique qui est celle des islamistes. Ce n'est pas une réforme telle que l'entendrait nécessairement Mohamed Al-Koun. C'est une réforme telle qui implique de revenir au texte pour revenir à l'essence de la religion. Alors pour ce qui est de Daesh, j'en ai pas effectivement beaucoup parlé. Mais Daesh est évidemment perçu comme une menace en Arabie Saoudite. Je pense qu'il faut être très clair, c'est-à-dire qu'on peut être... on a quelquefois sur l'Arabie Saoudite, à mon avis par une forme de sensationnalisme, un certain nombre de préjugés qui ne sont pas vrais. C'est-à-dire que les Saoudiens ne sont pas idiots. Les Saoudiens ne soutiennent pas Al-Qaïda et Daesh. Ils ne sont pas idiots, ils considèrent bien que c'est une menace pour eux. Ils peuvent à certains moments, comme je l'ai expliqué, considérer qu'il y a d'autres priorités ou vouloir faire de la politique, c'est-à-dire de manière temporaire, instrumentaliser tel groupe contre tel autre. Mais les Saoudiens ne sont pas idiots, ils ne vont pas soutenir des groupes qui passent leur temps à faire des vidéos en expliquant qu'ils vont prendre Riyad et renverser la monarchie saoudienne. Enfin, il y a un moment où il faut être réaliste. Donc évidemment, Daesh est pris au sérieux comme menace en Arabie Saoudite. C'était le cas d'Al-Qaïda aussi. Évidemment, la menace est encore plus sérieuse parce que Daesh veut être un État, c'est-à-dire veut construire un système politique concurrent de celui de l'Arabie Saoudite, mais qui se réclame là aussi du salafisme, c'est-à-dire des mêmes textes religieux et donc de la même norme religieuse. Donc c'est une menace qui est peut-être encore plus importante finalement que celle des frères musulmans. Et donc les Saoudiens ont participé à la coalition, participent de manière assez modérée parce qu'ils sont sur d'autres terrains, et puis parce qu'on a vu que c'était l'Iran maintenant qui était vu comme l'ennemi absolu, et donc ils sont un peu embarrassés, en Irak en particulier, de se retrouver à servir de supplétif aérien aux milices chiites, parce que c'est un peu ça que fait la coalition. Donc ça leur pose quand même problème, en particulier face à leur propre population. C'est pas par complaisance envers Daesh, mais c'est qu'ils sont dans une position qui est assez intenable, enfin dans le cas d'Irak. Maintenant, Daesh est perçu comme une menace, et une menace d'autant plus sérieuse qu'on a vu que Daesh avait fondé une branche en Arabie Saoudite, puisque maintenant, il y a 2 semaines, vous avez eu la proclamation de Daesh Wilayat Najd. Donc Daesh gouvernorat du Najd, puisque quand Daesh crée des branches régionales, il crée ce qu'ils appellent des gouvernorats, puisque Daesh se voit comme un État et pas comme une organisation. Donc maintenant, vous avez un Daesh gouvernorat du Najd qui a frappé 2 fois dans la province orientale contre des chiites, et c'est assez machiavélique, en fait, ce qu'essaye de faire Daesh. Pourquoi viser les chiites en Arabie Saoudite? C'est une manière de dire aux Saoudiens, vous êtes hypocrites. Vous êtes censés être représentants du salafisme. Or, le salafisme, c'est le sunnisme orthodoxe pur et dur. C'est, par définition, l'antithèse du chiisme. Donc, comment vous pouvez être salafiste, c'est-à-dire sunnite orthodoxe pur et dur, et tolérer la présence de chiites dans votre pays? C'est que vous êtes hypocrite. Donc, en visant les chiites saoudiens, ce que Daesh essaye de faire, c'est d'une certaine manière une attaque à 2 bandes, quoi. C'est une attaque indirecte contre la monarchie, en utilisant les chiites pour montrer que, là encore, la monarchie saoudienne n'applique pas l'islam salafiste tel qu'elle se doit. Et en particulier, c'est les attaques qui sont aussi finalement, et peut-être un peu, malheureusement, probablement, alors je ne sais pas si elles sont populaires, mais en tout cas, vous avez dans la culture religieuse saoudienne un tel anti-chiisme que finalement, je pense que je connais beaucoup de Saoudiens qui sont choqués qu'il y ait de la violence dans leur pays, etc. Mais en même temps, on peut dire qu'en Arabie Saoudite, on n'est pas tellement socialisé dans l'empathie envers les chiites. Enfin, je veux dire, les chiites sont perçus typiquement comme de très mauvais musulmans, une 5e colonne de l'Iran. C'est d'ailleurs ce que la monarchie saoudienne répète depuis 2 ans ou depuis 3 ans pour discréditer les chiites qui manifestent dans la province orientale depuis le début du printemps arabe. Donc évidemment, dans ce contexte où les chiites sont perçus comme à la fois des déviants religieusement et une 5e colonne d'un pays ennemi, on peut imaginer que toute une partie de la population saoudienne n'est pas prête à sympathiser nécessairement beaucoup avec eux. Alors, ça ne vaut pas pour tout le monde. Je connais beaucoup de Saoudiens qui, de toute façon, sont choqués qu'il y ait de la violence dans leur pays, quand bien même ils considèrent les chiites comme étant voilà, ce que j'ai décrit précédemment. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde est là à dire « Hurrah », c'est pas vrai. Mais en même temps, chez la partie la plus conservatrice, en particulier de la société saoudienne, c'est un discours qui peut prendre. Et c'est ce que Daesh essaye de viser. Et Pakistan. Alors, le Pakistan... c'est une longue histoire. Le Pakistan a des liens effectivement extrêmement étroits avec l'Arabie Saoudite, des liens qui sont militaires en particulier, vous l'avez dit, et qui se traduisent par des exercices militaires réguliers. L'armée pakistanaise, effectivement, entraîne l'armée saoudienne plus que tout autre. Alors,
C'est pour ça que le Pakistan est entré en guerre aux côtés de l'Arabie saoudite au moment de la guerre au Yémen, puisqu'il a fait partie de la coalition. Enfin, il est entré en guerre, effectivement, il a rejoint la coalition. En vérité, vous avez raison, je vois votre récépissé, il n'est pas vraiment entré en guerre, c'est-à-dire qu'il a très vite rétropédalé quand il s'est aperçu en particulier que les Saoudiens allaient probablement lui demander d'intervenir au sol, puisque les troupes saoudiennes ont bien conscience que si intervention au sol il doit y avoir au Yémen, les Saoudiens ne sont pas capables d'y aller tout seuls, donc ils comptent sur les Égyptiens et les Pakistanais, qui les uns et les autres n'ont vraiment pas envie d'aller s'embarquer dans cette aventure yéménite. Donc effectivement, ça montre la limite de la relation patron-client entre l'Arabie saoudite et le Pakistan. Le Pakistan veut bien mettre son nom dans la liste des pays participants à la coalition pour faire plaisir à ses alliés saoudiens. Quand il s'agit de participer physiquement et matériellement au conflit, les Pakistanais ont aussi d'autres contingences. Et puis c'est une décision qui est très impopulaire au Pakistan. C'est-à-dire que de la même manière qu'en Égypte, Sisi s'est immédiatement retrouvé face à une opinion publique qui dit « Mais attendez, qu'est-ce qu'on fait au Yémen ? On a suffisamment de problèmes à régler en interne. On y est déjà allé dans les années 60, on a perdu 25 000 hommes. Et au Pakistan, c'est un peu la même chose. Très rapidement, il y a eu aussi des réactions pour dire « Mais qu'est-ce qu'on fait au Yémen ?» Donc ça montre aussi les limites, à mon avis, de cette coalition saoudienne. Finalement, les meilleurs élèves, ça a été les Jordaniens, qui, eux, à la mesure de leur potentiel militaire, ont participé de manière assez sincère. Les Marocains aussi, ils ont même perdu un avion. Donc les monarchies, finalement, sont les pays qui sont peut-être les plus solidaires de l'Arabie saoudite. On retrouve cette alliance des monarchies. Mais aussi bien l'Égypte que le Pakistan ont effectivement pas voulu s'impliquer plus que symboliquement, quoi. Peut-être une question dont on n'a pas parlé, elle est évidemment centrale, c'est la question des rapports avec les États-Unis. Parce qu'on a beaucoup parlé depuis 2 ans d'un éloignement, voire d'une crise dans les relations entre les deux pays, certainement liée d'abord et avant tout aux négociations sur le nucléaire iranien. Ce que je voudrais vous demander, c'est jusqu'à quel point cette crise, elle atteint l'alliance elle-même, qui est quand même fondatrice, je dirais, de l'Arabie saoudite. C'est-à-dire l'Arabie saoudite n'existe et ne se maintient que parce qu'elle est protégée d'une certaine manière par les États-Unis. C'est pas un problème de pétrole, je veux dire, au sens où les États-Unis produisent maintenant leur propre pétrole. C'est plus pour la stabilité mondiale, y compris du marché pétrolier mondial. Donc j'aimerais bien que vous en disiez un peu plus. Merci. Alors, moi, je pense que cette alliance, elle est fondamentalement solide. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, on ne va pas voir l'Arabie saoudite se détourner des États-Unis. Ça fait 15 ans qu'on dit ça. Je me souviens déjà, au moment du 11 septembre, on avait dit Saoudiens, Américains, le divorce, etc. Ça n'est jamais arrivé. Pour des raisons structurelles qui sont celles que Dominique a mentionnées. C'est-à-dire que d'un côté, les Américains ont besoin des Saoudiens, parce que finalement, c'est quand même un allié dans la région qui est relativement fidèle, et qui est un peu le deuxième pied avec Israël de la politique étrangère américaine au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Et puis les Saoudiens ont besoin des Américains pour des raisons toutes simples, par exemple de matériel militaire. C'est-à-dire que tout le matériel militaire saoudien est américain. Donc vous êtes obligé d'avoir des relations avec les Américains parce que ce sont eux qui entraînent vos militaires, ce sont eux qui continuent de vous vendre du matériel et de remplacer le matériel qui est obsolète. Je veux dire, un changement de stratégie d'alliance de l'Arabie saoudite, ça serait un changement colossal qui, à mon avis, peut pas être mis en place facilement et à mon avis, l'Arabie saoudite le fera jamais. Enfin, je veux dire, donc, les deux pays sont liés de manière, à mon avis, beaucoup trop solide pour qu'on voit un jour la fin de cette alliance. Maintenant, effectivement, il y a du mécontentement. Il y a du mécontentement, alors qu'il ne faut pas exagérer non plus. À l'époque, si vous suivez aussi l'actualité saoudienne, vous avez vu que quand Barack Obama a convié les dirigeants des pays du Golfe à le rejoindre à Camp David, après justement pour leur expliquer l'accord avec l'Iran et les rassurer, le roi Salman n'y est pas allé. Le roi Salman n'y est pas allé, mais les deux Mohammed y sont allés. Si vous avez écouté ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est exactement la même chose, sinon c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Enfin, je veux dire, et le fait que les deux Mohammed y soient allés vous montre à quel point c'était important pour eux d'y être. Le roi Salman, il a presque 79 ans, sur ses 80. Il est quand même fatigué, il est âgé. Ça ne me semble pas parfaitement aberrant qu'il veuille déléguer à ceux qui, de toute façon, sont voués à prendre les rênes du royaume bientôt. Donc pour moi, je veux dire, lire cette absence de Salman comme sur le mode, voilà, les Saoudiens ont snobé les Américains, c'est évidemment exagéré.
Maintenant, en interne, il y a un mécontentement. Il y a certainement d'abord une incompréhension pour ce qui est de l'accord nucléaire avec l'Iran. Les Saoudiens sont inquiets. Ils le lisent comme un rapprochement saoudo-iranien, américano-iranien, pardon. Ce qu'à mon avis, cet accord n'est pas. Mais du point de vue saoudien, c'est la preuve que les Américains et les Iraniens vont in fine devenir des alliés, ce qui est à mon avis beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est comme ça que le lisent les Saoudiens. Et évidemment, les Saoudiens, ce qui leur fait peur, c'est qu'à terme, ils pourraient être remplacés régionalement par l'Iran comme meilleur allié musulman, si vous voulez. Et donc, d'une certaine manière, c'est plutôt une crise de jalousie. Beaucoup plus qu'une crise de jalousie, ça veut dire que précisément, vous voulez rester partenaire, si vous êtes jaloux. C'est que vous avez envie que la relation continue. Donc pour moi, les Saoudiens sont plutôt jaloux plus qu'autre chose. Alors cette jalousie, elle a des effets réels, en particulier au Yémen. On a vu que c'est évidemment pas un hasard si les Saoudiens décident d'entrer en guerre au Yémen au moment où l'accord est sur le point de se conclure. C'est que c'est une manière pour eux de marquer des points régionalement contre l'Iran face à ce qu'ils perçoivent comme une victoire de l'Iran. Pour les Saoudiens, si l'accord est signé, l'Iran aura marqué un point. Et les Saoudiens sont dans ont cette obsession, si vous voulez, on est dans une sorte de bataille régionale avec l'Iran, dont la Syrie, le Yémen et autres sont des terrains. Et les Saoudiens, moi je sais que je parlais avec un ami saoudien qui me disait, quelqu'un qui est assez proche du pouvoir, qui me disait, on sait que dans 5-10 ans, on va finir par s'asseoir avec les Iraniens. Il y a un moment où on va devoir faire un deal régional. C'est-à-dire que les grandes puissances de la région vont s'asseoir et on aura une sorte de Yalta, si vous voulez, moyen-orientale, avec les puissances de la région, les Saoudiens, les Iraniens, les Turcs. Et ce que lui me disait, c'est d'ici là, on doit marquer le maximum de points possibles contre l'Iran. Donc finalement, c'est pas tant la Syrie et le Yémen qui importent aux Saoudiens, c'est les points qu'ils peuvent marquer face à l'Iran sur ces différents terrains, face à ce qu'ils perçoivent comme une victoire inéluctable de l'Iran sur le dossier nucléaire iranien, pour in fine, au moment où on comptera les points, et puis en fonction du score des uns et des autres, on se décidera à un nouveau partage de l'influence régionale. Donc du coup, voilà, mais au bout du compte, pour revenir aux Américains, pour moi, la relation, elle est finalement in fine stable. Je veux dire, il ne faut certainement pas exagérer l'éloignement saoudien par rapport aux États-Unis. D'autres questions? Oui. Bonjour, vous venez de rappeler à l'instant que le roi Salman était âgé et voire malade. Qu'est-ce que vous pensez de la pérennité de la nouvelle dynastie qui est en train de se mettre en place, eu égard à peut-être les difficultés financières du royaume qui vont venir? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Parce qu'il y a encore quelques mois, on parlait des fameuses réserves de 700 milliards de dollars de l'Arabie Saoudite, mais l'opération au Yémen est très coûteuse, les financements en Égypte sont très coûteux. Enfin, j'ai cru comprendre que l'Arabie Saoudite avait commencé à emprunter. Qu'est-ce que vous en savez et votre opinion sur la pérennité de la nouvelle dynastie? Alors, je n'ai pas d'informations sur l'Arabie Saoudite qui emprunterait. Ça m'étonne, mais bon, l'Arabie Saoudite continue d'avoir à peu près 700 milliards de réserves. C'est les chiffres qu'on a, ils sont probablement justes. Maintenant, c'est vrai que l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, elle dépense plus que ce qu'elle n'engrange. Et donc, le budget est déficitaire cette année. Si les prix du pétrole se maintiennent à leur niveau actuel, il va continuer à l'être. Donc, ils sont obligés de puiser dans leurs réserves. Et évidemment, l'Arabie Saoudite a mis en place une sorte d'État-providence extrêmement coûteux. Elle ne peut pas reculer sur son État-providence parce que c'est une partie essentielle de sa légitimité. Et donc, elle a besoin de continuer à maintenir cet État-providence. État-providence qui, de toute façon, va devenir de plus en plus coûteux parce que la population croît. Et on a une démographie galopante, en particulier. Je veux dire, d'ici 20 ans, la population saoudienne va doubler. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'est quelque chose comme ça, en tout cas. Où, je crois qu'ils vont passer de 28 millions à 45 millions, je crois, d'ici 2030. Me semble-t-il, à vérifier. Hein, je n'ai plus les chiffres exacts en tête. Mais évidemment, ça veut dire que l'État-providence va être d'autant plus coûteux qu'il va devoir servir d'autant plus de monde. Donc c'est évidemment très inquiétant, à mon avis, ce maintien des prix du pétrole à un niveau bas. D'autant que moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'économie et du pétrole. Mais ce que j'entends de collègues qui travaillent sur la question, c'est qu'il est peu probable que les prix remontent bientôt. Que donc les prix vont se maintenir à leur niveau actuel pendant un certain temps. Et donc je suis très étonné que les Saoudiens n'aient pas l'air inquiets. Je veux dire, la première chose que fait le roi Salman quand il entre en fonction,
c'est de distribuer 30 milliards de dollars. C'est quelque chose de... On est dans une monarchie paternaliste, hein, c'est le modèle où le roi, le nouveau roi qui arrive, distribue très largement pour s'accorder les faveurs de la population. Donc, on donne 2 mois de salaire supplémentaire à tous les fonctionnaires, etc. Mais ce qui est très étonnant, c'est que, alors même qu'on est dans une période de vache maigre, où finalement on pourrait imaginer que les Saoudiens commencent à faire attention à leur argent, le roi Salman qui entre en fonction fait strictement l'inverse. Il reproduit exactement les réflexes classiques d'un nouveau roi qui entre en fonction en Arabie Saoudite et qui distribue les milliards très généreusement. Donc moi je suis assez inquiet effectivement sur cette question et je suis très surpris de voir que les Saoudiens n'ont pas l'air de s'inquiéter autant qu'on peut le faire nous. C'est une histoire, c'est pas demain. Les Saoudiens vont tenir 5 ou 10 ans, à mon avis, avec ce qu'ils ont, malgré tout. Donc ils peuvent se dire que d'ici 5 ou 10 ans, il se sera passé quelque chose et que la situation va finir par pencher de nouveau en leur faveur. Mais effectivement, si rien ne se produit d'ici 5 ou 10 ans, les Saoudiens vont avoir un vrai problème. C'est quand même l'arroseur arrosé, cette histoire, parce que si les prix du pétrole sont si bas, c'est notamment du fait de la politique saoudienne. À la demande d'un certain nombre d'acteurs internationaux. Je pense que ça vise à favoriser la reprise éventuelle en Europe d'une certaine croissance, mais ça vise aussi à affaiblir considérablement la Russie, tout ça. Enfin, je veux dire, on voit bien, et l'Iran, mais c'est quand même curieux que l'Arabie Saoudite devienne la propre victime de sa politique pétrolière, quoi. Oui, absolument. Alors, elle a déjà connu ça par le passé, l'Arabie. Je veux dire, c'est à la fin des années 80, vous avez le prix du pétrole qui descend à partir de 82. Et à la fin des années 80, l'Arabie Saoudite se trouve déjà dans une situation difficile financièrement. Et après, évidemment, 90, vous avez la guerre du Golfe, et brusquement, les prix repartent à la hausse. Donc, l'Arabie Saoudite va de nouveau s'enrichir. Et plus encore, évidemment, après le 11 septembre, la guerre en Irak, etc., ce qui lui permet d'avoir ses réserves actuelles. Donc l'Arabie Saoudite a déjà connu des périodes de vache maigre. Et à chaque fois, finalement, elle a eu la chance que la conjoncture régionale et internationale lui soit favorable. Est-ce que ce sera le cas cette fois-ci ? Évidemment, c'est quand même un peu curieux que les Saoudiens n'aient pas l'air d'avoir de plan B. Enfin, pas à ma connaissance, en tout cas. Peut-être ils en ont un, mais je ne suis pas au courant. Oui, attendez le micro, voilà. Merci. Une petite question peut-être plus marginale. La population de l'Arabie Saoudite, elle est faite pour une très large fraction d'étrangers, de travailleurs migrants de toutes sortes. 30%. Oui. Est-ce que ça joue ? Et est-ce que ça joue aussi dans le conflit larvé avec l'Iran, qui a une population plus importante et peut-être d'un autre type? Est-ce que ça joue? Non. Enfin, bon, en Arabie Saoudite, les étrangers, les expats, comme on les appelle, ils sont 30% à peu près. Donc c'est moins important que dans d'autres pays de la région. Si vous prenez par exemple à Dubaï ou aux Émirats Arabes Unis, ils sont beaucoup plus nombreux. Bon, à Dubaï même, ils sont 95%, les expats. Mais aux Émirats Arabes Unis, je ne sais pas les chiffres exacts, mais ils sont majoritaires, par exemple. Donc c'est différent quand même. Au Qatar, les expats sont évidemment majoritaires. Donc l'Arabie Saoudite est quand même comment dire ça sans être insultant pour les autres, c'est quand même un vrai pays avec une vraie population et une vraie société. Je veux dire, c'est pas simplement un pays artificiel gouverné par 25 familles, comme peuvent l'être certains des Émirats de la région, et puis avec une société qui est essentiellement constituée d'expatriés. C'est pas le cas de l'Arabie Saoudite. Alors, à terme, ce que les Saoudiens essayent de faire, c'est de diminuer la population d'expats avec ce qu'on appelle des mesures de saoudisation. Depuis 10 ans, les Saoudiens sont décidés à essayer de saoudiser un certain nombre d'emplois qui permettraient de mettre les Saoudiens au travail. Parce que le paradoxe dans tout ça, c'est que vous avez 30% de travailleurs expatriés, mais 30% de chômage, c'est les Saoudiens. Donc il y a un vrai problème d'inadéquation. Enfin, si vous voulez, vous avez des gens qui tout simplement ne travaillent pas et vivent sur le dos de l'État-providence, souvent parce qu'ils ont été mal formés ou qu'il n'y a pas d'emploi pour eux. Et vous avez des entreprises en particulier privées, qui continuent de préférer employer des expats que des Saoudiens. Donc il y a un moment, il va falloir essayer de régler ce problème. Donc l'État saoudien régulièrement prend des mesures pour saoudiser un certain nombre d'emplois. Il y a évidemment la question du travail des femmes, puisque les femmes sont... il y a des emplois où les femmes travaillent en Arabie Saoudite, mais beaucoup d'emplois leur sont interdits. Donc toutes ces questions visent, in fine, à réduire la population expatriée et faire de l'Arabie Saoudite un pays qui peut compter sur sa propre main-d'œuvre, comme l'Iran en particulier, effectivement. Mais je ne suis pas sûr que ça joue dans le conflit particulièrement, d'autant que
Bon, vous imaginez qu'évidemment, parmi les expatriés, on n'a pas d'Iraniens. Ce sont pour beaucoup des gens qui viennent d'Asie du Sud-Est et du Pakistan. On va trouver des Népalais, on va trouver des Philippins. Donc il y a une politique, à mon avis, on voit un basculement dans les années 90 avec l'Arabie saoudite qui fait de plus en plus appel à des gens qui viennent d'Asie et moins à des gens qui viennent du monde arabe. C'est en particulier l'effet de la guerre du Golfe, où les Saoudiens se disent les gens qui viennent du monde arabe, ils sont culturellement intégrés à la société saoudienne, et donc ça représente une menace politique en interne. Il vaut mieux des gens qui viennent du Pakistan ou des Philippines, qui de toute façon n'ont pas d'interaction culturelle ou politique avec la société d'accueil. Donc aujourd'hui, il y a quand même des Égyptiens, des Libanais, etc. en Arabie saoudite, mais les gens qui viennent d'Asie sont devenus majoritaires. Ce qui veut dire que du coup, ils sont pas partie prenante de toutes ces dynamiques politiques. On a encore le temps d'une ou deux questions, si vous en avez. Bonjour, monsieur. J'aurais juste une question plus sur les menaces internes au régime. On parle, est-ce que la menace principale, c'est un mécontentement de la famille royale? Est-ce que c'est des travailleurs expatriés? Est-ce que c'est des chiites? Est-ce que c'est des libéraux, des islamistes? Quels sont les pôles de menaces pour le régime en interne? Alors, les chiites... il y a depuis 4 ans, un peu plus de 4 ans, ce qu'on pourrait appeler une insurrection de très basse intensité dans la province orientale, dont les médias ne parlent plus parce que ça fait un ou deux morts tous les quelques mois. Hein. Mais vous avez des gens qui continuent à manifester régulièrement à Qatif et dans les villes Awamiya et dans les villes de la province orientale, des chiites, qui au départ s'étaient inspirés de ce qui se passait au Bahreïn hein, et qui avaient repris un certain nombre de slogans de la révolution bahreïnie, les avaient importés en Arabie saoudite et qui avaient réussi à mobiliser évidemment beaucoup plus en 2011 et 2012. Un peu moins aujourd'hui, même si ça continue. Alors la police saoudienne répond de manière brutale et donc ça se traduit régulièrement par un certain nombre de morts. Donc il y a une situation, alors bon, insurrection de très très basse intensité. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est une menace pour le régime. C'est tout au plus une petite menace sécuritaire. De toute façon, ça n'aura pas de conséquences à l'échelle nationale, puisqu'on est dans un contexte où les chiites et les sunnites vivent en Arabie saoudite dans 2 mondes complètement séparés. C'est-à-dire qu'il y a vous êtes quand même dans un confessionnalisme d'État qui fait que les chiites et les sunnites en Arabie saoudite vivent dans des endroits séparés, ne se parlent pas, très peu. Il est parfaitement impensable que la partie sunnite de la population sympathise avec des revendications émises par des chiites. Je sais qu'à l'époque, quand ils manifestaient au début et quand il y a eu des morts en 2011, quand on regardait les gens qui tweetaient parmi les activistes sunnites saoudiens, ceux qui tweetaient de manière favorable à ce qui se passait dans la province orientale étaient quelques-uns, on peut les compter sur les doigts de la main. Il y en a quelques-uns, il y a évidemment des gens qui ne sont pas dans la règle. Mais dans la population sunnite saoudienne au sens large, il n'y a pas de sympathie particulière pour ce qui se passe dans la province orientale, d'autant que le gouvernement a depuis longtemps expliqué que c'était une manipulation de l'Iran, hein, puisque immédiatement, dès que les chiites ont commencé à manifester dans la province orientale, on a expliqué que c'était un complot iranien et que les chiites étaient téléguidés par Téhéran et que donc, évidemment, c'était pas des revendications légitimes, mais que c'était un effet de la politique iranienne. Ce qui, évidemment, ajoute au manque de sympathie du reste de la population. Donc pour moi, ce qui se passe dans la province orientale reste dans la province orientale. Il n'y a pas de possibilité que ça ait des conséquences au niveau national et ça risque pas de déstabiliser le royaume. Enfin, je veux dire, c'est une situation de très basse intensité qui n'a pas d'implication autre que locale. Alors, ce qui est plus inquiétant, c'est des mouvements qui sont plutôt pour la monarchie, c'est plutôt des mouvements qui viennent de la partie sunnite de la population, qui elle est majoritaire, et en particulier dans la mouvance islamiste. Mais traditionnellement, les islamistes saoudiens, ils se sont organisés en différentes factions. Vous avez une grosse tendance qui est ce qu'on appelle la Sahwa, le mouvement du réveil islamique, qui remonte aux années 70 et 80, qui est un peu l'équivalent structurel des frères musulmans en Arabie saoudite, si vous voulez, qui est populaire, qui a des dizaines ou des centaines de milliers de soutiens, qui est représenté par des cheikhs qui sont très connus en Arabie saoudite et qui pour certains ont des comptes Twitter bien nourris. Hein. Si vous regardez des personnages qu'on associe à la Sahwa, que ce soit Salman al-Aouda, Mohamed al-Arifi, ils ont respectivement 6 millions et 9 millions de followers sur Twitter.
Ce sont des gens qui sont tolérés par le pouvoir saoudien parce qu'il y a une sorte de deal, si vous voulez. Hein. On les laisse agir jusqu'à un certain point tant qu'ils ne franchissent pas un certain nombre de lignes rouges. Mais ils sont les seuls, de fait, à avoir la capacité de mobilisation. Eux, ils ont des troupes. Ils sont dans un activisme qui est un activisme non violent, donc ce n'est pas des djihadistes, mais ce sont des gens qui régulièrement expriment des demandes, critiquent le pouvoir, tout en essayant de ne pas trop franchir les lignes rouges qui leur ont été signifiées, si vous voulez. Hein. C'est un peu comme dans ces régimes autoritaires, je ne sais pas si vous prenez les frères musulmans en Jordanie, vous voyez comment ça peut être, ils sont à la fois des alliés de la monarchie, et de temps en temps, ils font quand même passer un certain nombre de demandes. C'est un peu la même chose, c'est ces systèmes qui sont prêts à... L'Arabie saoudite tolère la dissidence jusqu'à un certain point. Il y a des lignes rouges, évidemment. Donc il y a une dissidence islamiste tolérée en Arabie saoudite. Donc pour moi, ce sont ceux qui ont les troupes, qui ont la capacité de mobilisation. Mais pour le moment, je pense que le pacte qu'ils ont passé avec le régime est suffisamment fort pour que, à mon avis, ils ne soient pas prêts à passer à l'action demain. Ils ont déjà essayé au début des années 90. Hein, ils étaient à l'origine de la mobilisation contre la monarchie après 90, après la guerre du Golfe. À l'époque, il y avait eu 3-4 ans de contestation en Arabie saoudite menée par ce mouvement. Puis ils étaient finalement rentrés dans le rang. À mon avis, ils ne sont pas prêts à repasser à l'opposition. La plus grande menace, c'est probablement Daesh. Pour le coup, Daesh a un certain soutien, difficile à mesurer. Évidemment, là, pour le coup, on parle de mouvements qui sont clandestins, donc on n'a pas de manière de mesurer le soutien. Mais on peut imaginer que la rhétorique de Daesh puisse prendre dans la partie la plus dure de la frange religieuse saoudienne. Parce que c'est un discours qui, finalement, se revendique d'un certain nombre de concepts et d'un certain nombre d'idées qui sont partagées par le salafisme tel qu'il est pratiqué en Arabie saoudite. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Il ne faut pas tout mélanger. Mais ça peut résonner, évidemment, plus facilement chez des conservateurs saoudiens, qui sont déjà, pour ce qui est de l'antichisme en particulier, pour ce qui est de questions théologiques ou juridiques, qui sont dans le discours de Daesh, on va retrouver la même chose en Arabie saoudite. Donc à mon avis, la menace, elle vient de là. Et la monarchie en a conscience. D'autant que ce n'est pas seulement une menace intérieure, mais c'est une menace extérieure. Enfin, on pourrait imaginer une menace extérieure qui s'appuierait sur une 5e colonne intérieure. Donc à mon avis, la vraie menace, elle est ici. Elle n'est pas quantifiable, mais elle est réelle. Les relations avec la France, s'il vous plaît, vous pourriez en parler? C'est vraiment la toute dernière question, parce que notre règle du jeu, c'est qu'on arrête à 14h, mais bon. On peut... Alors, très rapidement, les relations avec la France, elles sont excellentes, parce que y a un centre de convergence dans la position officielle française à la fois sur l'Iran, puisque les Français, dans les négociations sur le nucléaire iranien, ont pris la position la plus dure, et donc les Saoudiens se sont reconnus dans la position française, et à la fois sur la Syrie, puisque sur la Syrie aussi, la France apparaît comme l'un des rares États occidentaux à avoir tenu sa ligne pro-opposition et pro-révolution depuis le début. Donc les Saoudiens apprécient la position française sur la Syrie et sur l'Iran, et ça s'est traduit par un rapprochement dont on a vu les conséquences, puisque François Hollande a été reçu par la dernière réunion du Conseil de coopération du Golfe comme invité d'honneur. Et donc ça montre vraiment une sorte de lune de miel entre Riyad et Paris, qui se traduit pour la France par des contrats. Donc on a vu les contrats aussi bien... l'Égypte, parce que l'Égypte, évidemment, va payer avec de l'argent du Golfe, c'est Mirage, c'est Rafale, pardon, si elle paye, ce sera avec de l'argent du Golfe, mais aussi les Émiriens, les Qataris aujourd'hui, et les Saoudiens probablement. Il y a différents projets où la France est impliquée en Arabie Saoudite, en particulier le métro de Riyad. Hein, les Français sont impliqués dans la construction du métro de Riyad. Et évidemment, tout ça, ça se traduit par des dividendes économiques. Je pense que c'est ce qui intéresse particulièrement la France sur ce dossier. Je ne suis pas sûr que ça veut dire que la France soit d'accord avec toutes les positions saoudiennes. En tout cas, j'espère que ce n'est pas le cas. Mais pas surtout, en tout cas. Mais voilà, les dividendes économiques pour un président qui mise sa réélection sur l'économie sont évidemment bienvenus. On va dire ça. Merci beaucoup. C'était passionnant. Merci.